Beatrice Sterling n'était pas une enfant. Elle était un désastre naturel enveloppé de soie. Son père, Arthur Sterling, possédait la moitié de la ligne d'horizon de Manhattan. Pourtant, il ne pouvait pas acheter l'obéissance de sa fille de 7 ans. Elle avait mâché et recraché 12 nounous en 6 mois. Les meilleurs psychologues la qualifiaient d'intratable, insistant qu'elle avait besoin d'une équipe frénétique d'experts. Mais les experts avaient tort. Elle n'avait pas besoin d'un doctorat ou d'un disciplinaire. Elle avait besoin de Riley, une femme avec $3 sur son compte bancaire et des taches sur son tablier. Cette serveuse fit l'impensable, exposant le sombre secret se cachant derrière les grilles d'un milliardaire. La ruée du déjeuner du mardi au Silver Spoon était toujours un cauchemar, mais aujourd'hui l'air semblait plus lourd. Riley Miller essuya la sueur de son front avec le dos de sa main, équilibrant un plateau de hamburger tiède. Ses pieds palpitaient, les semelles de ses baskets s'étaient usées il y a des semaines, et chaque pas sur le carrelage dur était un rappel du loyer en retard. Riley avait 26 ans, mais ses yeux contenaient l'épuisement de quelqu'un du double de son âge. Elle n'était pas supposée être ici. Il y a 3 ans, elle était à mi-chemin d'un diplôme en soins infirmiers avant que le diagnostic de sa mère ne draine leurs économies et ne force Riley à échanger des manuels contre des tabliers. La table 4 a besoin d'un remplissage. Riley bouge, son manager, Rick, aboya depuis le passe-plat. « En route », murmura-t-elle, gardant la tête baissée. La cloche au-dessus de la porte tinta, non pas avec le tintement habituel, mais apparemment avec l'annonce d'un héros. Le bruit dans le restaurant mourut instantanément. Entrait un homme qui semblait être tout juste sorti d'une séance photo de couverture de Forbes, Arthur Sterling. Même Riley, qui évitait les nouvelles, connaissait le visage. Mâchoire nette, costume gris acier, et des yeux qui semblaient calculer constamment la dépréciation de tout ce qu'il touchait. Mais aujourd'hui, il semblait harcelé. Traînant derrière lui, tenant une poupée blanche immaculée par une jambe, était Béatrice. Beatrice Sterling avait 7 ans, vêtue d'un manteau Burberry qui coûtait plus cher que la voiture de Riley. Elle avait des boucles dorées et le visage d'un ange, mais son expression était de la pure malice inaltérée. Derrière eux traînait une femme d'apparence frénétique en uniforme bleu marine. Nounou numéro 12, vraisemblablement. Ils prirent la banquette d'angle. La meilleure banquette. « Je ne veux pas être ici. » annonça Béatrice. Sa voix n'était pas une plainte, c'était une froide déclaration de fait. « Sois, s'il te plaît. » Arthur soupira, vérifiant sa montre. « Le chef à la maison est malade. Nous prenons une bouchée rapide, puis je te dépose aux leçons. Mademoiselle Gable s'assiera avec toi. Je déteste Mademoiselle Gable. » « Elle sent le chien mouillé, » dit Béatrice à voix haute. La nounou tressaillit. Arthur pinça l'arête de son nez. « Commande juste, Béatrice. » Riley s'approcha de la table, bloc-notes à la main. Elle ne mit pas le faux sourire qu'elle utilisait pour les touristes. Elle était trop fatiguée. « Café? Noir? 2 doses? » dit Arthur sans lever les yeux. « Et pour la princesse? » demanda Riley, regardant l'enfant. Béatrice la fusilla du regard. « Je veux un milkshake chocolat, mais je le veux dans une tasse en verre, pas en plastique, et s'il est trop épais, je le verse par terre. » Riley leva un sourcil. Le restaurant redevint silencieux. Les clients regardaient. « Nous n'avons que du plastique pour les enfants, chérie, » dit Riley d'un ton monocorde. « Je ne suis pas une chérie. Je suis une Sterling. » Béatrix claqua. « Apportez-moi le verre. » Arthur leva les yeux embarrassés. « Juste pouvez-vous juste le faire? Je paierai le verre si elle le casse. » Riley hésita, puis hocha la tête. Elle revint 5 minutes plus tard. Le milkshake était dans une lourde coupe à sundae en verre. Elle le posa. Béatrix le fixa. Elle regarda son père qui tapait sur son téléphone, et elle regarda la nounou qui tremblait. Puis elle regarda Riley. D'un mouvement lent et délibéré, Béatrice poussa le verre. Il se brisa contre le carrelage. La boue de chocolat éclaboussa les baskets usées de Riley
et tacha l'ourlet de son jean. Le restaurant haleta. Arthur sursauta. Béatrix. C'était trop épais, dit la fille, croisant les bras. Elle regarda Riley avec un défi dans les yeux. Faites quelque chose, criez-moi dessus. Mon père vous renverra. Riley ne cria pas. Elle ne courut pas chercher une serpillière. Elle ne s'excusa pas auprès du milliardaire. Riley se pencha simplement, attrapa la chaise vide de la table d'à côté et la traîna, la raclant bruyamment contre le sol. Elle s'assit directement en face de Béatrice, ignorant Arthur complètement. « Qu'est-ce que vous faites? » demanda Arthur stupéfait. Riley croisa le regard de la fillette de 7 ans. « Vous avez fait un gâchis. »« Alors, ricana Béatrice, nettoyez-le. C'est votre travail. »« Mon travail est de servir la nourriture, » dit Riley, sa voix dangereusement calme. « Mon travail n'est pas de nettoyer après des enfants en bonne santé qui agissent comme des tout-petits. Vilain. » Riley tendit la main dans la poche de son tablier, sortit un chiffon et le laissa tomber sur la table devant Béatrice. « Nettoyez-le, » dit Riley. « Excusez-moi. » Arthur intervint, sa voix baissant d'une octave. « Mademoiselle, je paierai pour le nettoyage. Je paierai pour vos chaussures. Ne parlez pas à ma fille comme ça. » Riley tourna lentement la tête pour faire face au milliardaire. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, votre argent est la raison pour laquelle elle pense qu'elle peut jeter du verre sur les gens. Si vous le nettoyez, vous lui apprenez que son désordre est votre problème. Si je le nettoie, je lui apprends que les gens qui travaillent sont des déchets. » Elle se retourna vers Béatrice. « Nettoyez-le ou je prends votre poupée. » Les yeux de Béatrix s'écarquillèrent. « Vous ne pouvez pas toucher mes affaires. Regardez-moi. » Elle étendit la main vers la poupée. Béatrice arracha la poupée, poussant un cri perçant. « Papa, renvoie-la. » Arthur regarda de sa fille à la serveuse. Il vit quelque chose dans les yeux de Riley. Pas de la colère, mais une profonde, épuisée résolution. Il vit une femme qui n'avait pas peur de sa valeur nette. « Papa Plum !» Béatrice cria. Arthur resta immobile. « Nettoyez-le, » soyez la fille se figea. La trahison sur son visage était absolue. Elle regarda Riley qui n'avait pas cillé. Tremblante de rage, Béatrice attrapa le chiffon. Elle glissa hors de la banquette. Pendant 3 minutes, le seul son dans le restaurant était la fille reniflant et le claque humide du chiffon contre le carrelage. Elle fit un travail terrible, étalant le chocolat partout, mais elle le fit. Quand elle se leva, les mains collantes, Riley hocha la tête. « Bien. Maintenant, asseyez-vous. » Riley se leva, regarda Arthur et dit « Je vais chercher l'addition. » Elle s'éloigna. 10 minutes plus tard, après qu'ils soient partis, Riley alla débarrasser la table. Sous le porte-serviette, il n'y avait pas de pourboire en espèces. Il y avait une carte de visite, carton épais, lettrage en relief. Arthur Sterling, PDG, Sterling Dynamics. Au dos, écrit à la main au stylo plume. « Je ne sais pas qui vous êtes, mais j'ai besoin de vous. Appelez ce numéro ce soir. » Riley fixa la carte pendant 3 heures après la fin de son service. Son appartement était une boîte à chaussures dans le côté en ruine de la ville. Le radiateur sifflait et cliquetait, fournissant plus de bruit que de chaleur. Sur le comptoir de la cuisine était posée une pile de factures médicales pour l'établissement de soins de sa mère. Les tampons en retard étaient rouges et agressifs. Elle avait besoin d'argent. Elle n'avait pas besoin de complications, et la famille d'un milliardaire était la définition d'une complication. Mais le chiffre sur les factures 400 $ prit la décision pour elle. Elle composa le numéro. « Residence Sterling. » Une voix masculine nette répondit. « C'est Riley Miller. Monsieur Sterling m'a demandé d'appeler. Restez en ligne, s'il vous plaît. » 30 secondes plus tard, la voix d'Arthur arriva sur la ligne. « Vous avez appelé. » « Vous avez laissé une carte, » Riley dit, appuyé contre son comptoir ébréché. « Écoutez, Monsieur Sterling, je suis désolé pour la scène d'aujourd'hui. Si vous comptez poursuivre le restaurant ou me faire virer, je veux vous embaucher, » Arthur coupa. « Je suis une serveuse, pas une consultante. J'ai des consultantes.
J'ai des tuteurs, des nounous, des psychologues et des thérapeutes comportementaux. Je paye les millions et Béatrice les terrorise tous. Aujourd'hui, c'était la première fois en 3 ans que je la voyais écouter quelqu'un. Elle n'a pas écouté, corrigea Riley. Elle était choquée. Ça ne marchera pas 2 fois. Je suis prête à parier que si. Je veux que vous veniez au domaine demain. 10 heures juste pour parler. Je vous payerai 5 000 $ pour l'heure. Riley faillit laisser tomber le téléphone. 5 000 $. Cela couvrait les factures médicales et le loyer. Je serai là, murmura-t-elle. Le domaine Sterling était moins une maison et plus une forteresse. Hauts portails en fer, caméra pivotant pour suivre sa Honda Civic cabossée alors qu'elle montait l'allée sinueuse. La maison elle-même était un manoir tentaculaire de style néo-gothique se profilant contre le ciel gris. Un majordome ouvrit la porte. Monsieur Sterling est dans la bibliothèque. L'intérieur était froid. Pas froid de température, mais émotionnellement gelé. Sols en marbre, statues de qualité musée, et un silence si profond qu'il semblait lourd. Arthur se tenait près de la fenêtre. Assise dans un fauteuil à oreilles à proximité était une femme qui semblait sculptée dans la glace. Elle portait un tailleur gris sévère, ses cheveux tirés si serrés que cela semblait douloureux. « Mademoiselle Miller », Arthur se tourna. « Merci d'être venue. Voici Madame Agatha Harrington. Elle gère la maison et l'emploi du temps de Béatrice. » Madame Harrington ne se leva pas. Elle regarda Riley de haut en bas, sa lèvre se courbant légèrement devant le blazer de friperie de Riley. « C'est la serveuse. »« Enchanté de vous rencontrer aussi, » dit Riley, ignorant le ton. « Riley, Arthur s'avança. Je vais droit au but. La mère de Béatrix est morte quand elle avait 3 ans. Depuis, ça a été difficile. Je voyage constamment pour affaires. Madame Harrington gère le personnel, mais nous ne pouvons pas garder de nounou. Béatrice les attaque physiquement, se racle la gorge émotionnellement. Elle détruit leurs biens. C'est une enfant, dit Riley. Elle agit pour attirer l'attention. C'est plus que cela, interjeta Madame Harrington en douceur. L'enfant est brisé. Nous suspectons un trouble de la personnalité. Nous avons besoin de quelqu'un pour simplement la contenir jusqu'à ce qu'elle soit assez âgée pour l'internat en Suisse l'année prochaine. Riley sentit un frisson. La contenir comme un animal. « Je vous offre un poste, » dit Arthur. « Logé. Vous serez sa principale gardienne. Le salaire est de 150 000 $ par an plus des bonus. » Le souffle de Riley se coupa. C'était de l'argent qui changeait la vie. Mais Arthur continua. « Vous avez une autonomie complète. Vous ne répondez pas à Madame Harrington concernant la discipline. Vous ne répondez qu'à moi. » Les yeux de Madame Harrington se rétrécirent triomphante. Elle détestait clairement cela. « Puis-je la rencontrer d'abord? » demanda Riley. « Avant que je ne dise oui, elle est dans la salle de jeu, 3e étage, aisle est, dit Madame Harrington avec sarcasme. Bonne chance. La dernière est partie en sang. » Se racle la gorge. Riley monta le grand escalier. La maison ressemblait à un musée. Pas à une maison. Pas de photos sur les murs, pas de jouets par terre, juste la perfection. Elle trouva la porte de la salle de jeu, un bocal à l'intérieur. On aurait dit qu'une tornade avait frappé. Les jouets étaient écrasés, les livres étaient déchirés. Béatrice était assise au milieu du chaos, utilisant une paire de ciseaux pour couper les têtes d'une rangée de poupées barbichères. Elle leva les yeux alors que Riley entrait. La reconnaissance éclaira ses yeux, suivi d'un froncement de sourcils défensif. « Vous !» Béatrice cracha. « Mon père a embauché la serveuse. C'est pathétique. » Riley ne s'engagea pas. Elle marcha vers un pouf, donna un coup de pied à une Barbie sans tête pour l'écarter, et s'assit. Elle sortit un livre de poche de sa poche et commença à lire. Béatrice fixa. « Qu'est-ce que vous faites? Lire? Vous êtes censé me dire quoi faire ou essayer de jouer avec moi ou me demander ce que je ressens. » « Je ne suis pas encore payé, » dit Riley tournant une page. « Alors, en ce moment, je me contente de traîner. » Béatrix se leva, les ciseaux brillèrent dans sa main. Elle marcha vers Riley. « Sortez. » « Non, »
Béatrice attrapa un bloc de bois et le tint. Il fila devant l'oreille de Riley, manquant d'un pouce. Riley ne s'ya pas. Elle ne leva pas les yeux. « Vous avez manqué, » dit Riley calmement. Béatrice cria, un son aigu et perçant de frustration. Elle attrapa une bouteille de peinture rouge de la table d'or. « Je vais ruiner vos vêtements. Ceux-ci viennent de Goodwill, gamine. Ils coûtent un $4. Allez-y. » Béatrice se figea. La menace ne fonctionna pas. La dynamique de pouvoir était fausse. Elle laissa tomber la peinture, respirant fort. « Pourquoi n'êtes-vous pas effrayé de moi? » murmura Béatrice. « Tout le monde a peur de moi. » Riley ferma finalement son livre. Elle regarda la petite fille. La regarda vraiment. Elle vit les cernes sous les yeux de Béatrix. Elle vit la façon dont les mains de la fille avaient un léger tremblement. « Parce que je connais un secret, » dit Riley doucement. Béatrice s'approcha, curieuse malgré elle-même. « Quel secret? »« Je sais que vous n'êtes pas méchante, » dit Riley. « Je pense que vous êtes juste seule, et je pense que vous êtes vraiment, vraiment fatiguée. » La lèvre de Béatrice trembla. Pendant une seconde, le masque glissa, mais alors la porte grinça. Madame Harrington se tenait là, regardant. Immédiatement, le visage de Béatrice se durcit. Elle jeta les ciseaux par terre. « Je la déteste. Papa, elle m'a frappé. » Béatrice cria, regardant la porte. Riley regarda la porte. Madame Harrington souriait, un mince sourire de reptile. « J'ai tout vu. » Madame Harrington mentit en douceur alors qu'Arthur montait les escaliers en courant derrière elle. « Monsieur Sterling, cette femme vient de menacer Béatrice. » Arthur regarda Riley, puis Béatrice, puis Madame Harrington. Riley se leva. Elle savait comment cela se passait. Les riches protégeaient toujours les leurs. Le personnel restait toujours ensemble. Elle était sur le point d'être jetée dehors. « Celle ne m'a pas frappé, » dit une petite voix. Tout le monde se figea. Béatrice regardait le sol, les poings serrés. « Elle ne m'a pas frappé. Elle a juste lu un livre. » Le sourire de Madame Harrington disparut. « Béatrice, chérie, tu n'as pas à mentir pour la protéger. »« Je veux qu'elle reste, » dit Béatrice, levant les yeux vers son père avec défi. « Je veux la serveuse. » Arthur laissa échapper un souffle qu'il semblait avoir retenu pendant des années. Il regarda Riley. « Vous êtes embauché. Pouvez-vous commencer ce soir? » Riley regarda Madame Harrington. Les yeux de la femme plus âgée étaient froids, promettant la guerre. Riley regarda Béatrice, une petite chose en colère perdue dans une maison géante. « Je vais faire ma valise, » dit Riley. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de marcher sur un champ de bataille. Les caprices n'étaient que la surface. Le vrai danger n'était pas la fillette de 7 ans. C'était le secret se cachant dans l'armoire à pharmacie et la femme tenant les clés. La première semaine au manoir Sterling fut une masterclass en guerre psychologique. Riley s'attendait à des crises de colère. Ce qu'elle eut fut d'une guerre froide. Béatrice ne cria pas. Elle ne jeta pas de choses. Elle fantôma simplement Riley. Si Riley entrait dans une pièce, Béatrice partirait. Si Riley posait une question, Béatrice la regarderait à travers comme si elle était faite de verre. C'était étrange pour une enfant de 7 ans. C'était le comportement d'une prisonnière qui avait appris qu'interagir avec les gardes ne menait qu'à des ennuis. Mais le véritable ennemi n'était pas l'enfant. C'était Madame. Ça. Harrington. Agatha Harrington dirigeait la maison avec l'efficacité d'un dictateur militaire. Chaque minute de la journée de Béatrix était programmée dans un classeur à code couleur. Leçon de français à 8 heures, violon à 9 heures, étiquette à 11 heures. La fille était programmée, pas élevée. « Elle est en retard sur ses conjugaisons », dit Mme Harrington à Riley le 3e matin, lui tendant un emploi du temps. « Assurez-vous qu'elle étudie pendant son heure libre. Pas de télévision, pas jour. » Riley prit le classeur, marcha vers le compacteur à déchets dans la cuisine high-tech et le laissa tomber dedans. Mme Harrington halta, laissant tomber sa tablette. « Qu'est-ce que vous pensez faire? »« Béatrice a 7 ans, » dit Riley, se versant un café.
Elle n'a pas besoin d'une heure libre pour étudier les conjugaisons. Elle a besoin de jouer dans la terre. Monsieur Sterling entendra parler de cette insubordination. Bien, Riley défia. Dites-lui, mais jusqu'à ce qu'il me vire, je suis en charge de la fille. Vous êtes en charge de la poussière. La guerre était déclarée. Cet après-midi-là, il commença à pleuvoir, une averse torrentielle qui transforma les jardins manucurés en boue. Béatrix était assise dans le solarium, regardant par la fenêtre, l'air misérable dans une robe de velours rigide. Riley entra, portant un jean et un vieux sweat à capuche. « Viens !» Béatrice ne leva pas les yeux. « Va-t'en, je vais dehors sauter dans les flaques, » annonça Riley. « J'ai besoin d'un partenaire. » Béatrix la regarda comme si elle était folle. « Nous n'avons pas le droit d'aller dehors quand il pleut. Nous allons attraper froid. » Madame Harrington dit « Madame Harrington n'est pas là, » interrompit Riley. « Et la pluie n'est que de l'eau, ça sèche. » Riley marcha vers le vestiaire boueux, attrapa 2 imperméables et en jeta un à Béatrix. La fille l'attrapa par réflexe. Pendant un instant, elle hésita. La peur de briser les règles était gravée sur son visage. Mais ensuite, elle regarda Riley, qui ouvrait déjà les portes-fenêtres, laissant l'odeur de terre mouillée et d'ozone inonder la pièce stérile. Béatrice suivit. Pendant 20 minutes, elles n'étaient pas employées et responsables. Elles étaient juste 2 personnes échappant à une prison. Elles piétinèrent dans la boue. Riley montra à Béatrice comment trouver des verres. Béatrice glissa et tomba face la première dans une flaque, ruinant sa robe de velours. Elle se figea, attendant les cris, attendant la punition. Riley rit simplement. 10 points pour le style, 0 pour l'atterrissage. Béatrice cligna des yeux, essuyant la boue de son œil. Puis un son éclata de sa gorge. Un son rouillé, inconnu, un gloussement. Elles retournèrent dans la cuisine, trempées, boueuses et tremblantes. Elles riaient jusqu'à ce qu'elles voient qui se tenait près de l'îlot de cuisine, Arthur Sterling et Madame Harrington. Madame Harrington avait l'air triomphante. « Vous voyez, monsieur, je vous ai dit qu'elle mettait en danger la santé de l'enfant. Regardez-les, elles sont sales. » Arthur regarda sa fille. Il vit la boue. Il vit la robe ruinée. Le sourire de Béatrix disparut instantanément. Elle recula, essayant de se cacher derrière Riley. « Papa, » Béatrice commença, sa voix tremblante. « Elle est trempée jusqu'aux os, » dit Arthur, sa voix basse. Il regarda Riley. « À quoi pensiez-vous? » « Nous jouions, » dit Riley, se tenant devant Béatrice. « Elle a un système immunitaire faible. » Madame se racle la gorge. Harrington interjeta rapidement. « Elle a été hospitalisée pour pneumonie l'année dernière. Ceci est négligent. » Le visage d'Arthur s'assombrit. « Est-ce vrai? Je ne savais pas pour la pneumonie, » admit Riley. « Mais elle va bien. Nous étions dehors pendant 20 minutes. »« Allez la changer, » Arthur claqua à Riley. « Et retrouvez-moi dans mon bureau. » Madame Harrington sourit d'un air suffisant. Riley emmena Béatrix à l'étage. La fille tremblait, mais pas de froid. « Il va vous renvoyer, » murmura Béatrice. « Tout le monde part quand Agatha les dénonce. »« Je ne pars pas, » promit Riley, séchant les cheveux de Béatrix avec une serviette. « Maintenant, mettez votre pyjama chaud. Je m'occuperai de votre père. » Riley marcha vers le bureau. Elle ne frappa pas. Elle entra. Arthur se versait un verre. « Oh, vous n'avez aucune idée à quel point elle est fragile, Riley. Sa mère est morte d'une maladie respiratoire. Je ne peux pas la perdre. Vous la perdez en ce moment même, » dit Riley sans embâche. Arthur se tourna, verre à la main. « Excusez-moi. Vous vous inquiétez pour ses poumons. Vous devriez vous inquiéter pour son esprit. Cette petite fille est terrifiée par vous. Elle pense que vous la détestez. Je lui donne tout, » Arthur cria, claquant le verre. « Cette maison, la meilleure éducation, les meilleurs vêtements. Vous lui donnez des choses. » Riley compta, s'approchant. « Mais vous ne lui donnez pas vous, et vous la laissez avec cette femme. Madame Harrington est avec cette famille depuis 20 ans. Elle m'a élevé. » « Alors elle a fait un travail terrible. » Riley claqua.
Parce que vous êtes aveugle. Harrington ne se soucie pas de Béatrice. Elle se soucie du contrôle. Elle garde Béatrice effrayée et isolée afin de pouvoir garder son emploi. Béatrice a gloussé aujourd'hui. Arthur, elle a ri. Savez-vous depuis combien de temps elle n'a pas ri? Arthur se tut. La colère sembla s'écouler de lui, remplacée par une profonde, lasse tristesse. Je ne sais pas comment lui parler. Chaque fois que j'essaie, elle crie ou s'enfuit. Parce qu'elle est sous médicament, dit Riley. C'était une supposition, une intuition qu'elle avait formée depuis des jours. Arthur fronça les sourcils. Elle prend des vitamines et un léger supplément pour sa concentration. Le médecin la prescrit. Qui lui donne les pilules? Agatha, arrêtez les pilules, dit Riley. Juste pour une semaine. Laissez-moi gérer son régime. Laissez-moi gérer son emploi du temps. Si elle n'est pas mieux dans 7 jours, je partirai et vous pourrez me poursuivre. Arthur regarda la serveuse. Il vit le feu dans ses yeux. Il vit la boue encore sur ses chaussures. Une semaine, dit Arthur, mais si elle tombe malade, vous avez fini. La rébellion du fromage grillé marqua le tournant. Mais la bataille était loin d'être terminée. Le lendemain matin, Riley intercepta Madame Harrington dans le couloir devant la chambre de Béatrice. La femme plus âgée tenait un petit plateau d'argent avec un verre de jus et 2 petites pilules roses. « Je prends ceux-là », dit Riley, bloquant la porte. Les yeux de Madame Harrington brillèrent d'un véritable venin. Ce sont ses suppléments du matin. Monsieur Sterling insiste. En fait, Monsieur Sterling et moi avons parlé. Plus de suppléments pendant une semaine. Madame Harrington serra le plateau plus fort. Vous faites une erreur, jeune fille stupide. Sans cela, elle devient ingérable. Elle a des épisodes violents. Je prendrai mes chances. Riley arracha le plateau. Elle entra dans la salle de bain et jeta les pilules dans les toilettes. Madame Harrington la regarda, son visage un masque de rage froide. Vous le regretterez. Les 2 premiers jours de sevrage furent brutaux. Béatrice était irritable, anxieuse et ne pouvait pas dormir. Elle jeta un vase au mur le mardi. Elle mordit le bras de Riley le mercredi. Riley ne cria pas. Elle n'enferma pas Béatrice dans sa chambre. Quand Béatrice se déchaînait, Riley s'asseyait par terre et attendait. Quand Béatrice pleurait, Riley offrit un câlin. Le jeudi, le brouillard se leva. Riley se réveilla à l'odeur de pain grillé brûlé. Elle descendit en courant pour trouver Béatrice debout sur un tabouret dans la cuisine, essayant d'atteindre la confiture. Se racle la gorge. « J'ai faim, dit Béatrice, ses yeux étaient clairs. Les cernes s'estompaient. « Faisons des crêpes, dit Riley. Mais nous le faisons à ma manière, désordonnée. » Pour la première fois, la maison sembla vivante. Ils firent exploser de la musique pop. Ils eurent de la fleur sur le plafond. Et au milieu de cela, Arthur entra. Il était habillé pour une réunion de conseil, vérifiant son email sur son téléphone. Il s'arrêta. Il sentit les crêpes. Il entendit la musique. Il regarda sa fille. Elle ne criait pas. Elle ne se déconnectait pas. Elle dansait avec une spatule. « Papa !» Béatrice cria. Elle ne s'enfuit pas. Elle éteint une crêpe déformée, brûlée. « J'ai fait ça. Ça ressemble à un monstre. » Arthur resta figé. Riley le poussa du coude. « Mangez le monstre, Monsieur Sterling. » Arthur prit une bouchée de la pâte crue, brûlée. Il l'avala. « C'est délicieux. Soyez. » Béatrice rayonna. C'était la première fois que Riley les avait vus se connecter. Mais rôdait dans l'embrasure de la porte, regardant la scène domestique heureuse, Madame Harrington. Elle ne regardait pas Arthur. Elle regardait Riley avec les yeux d'un prédateur qui réalisait que son territoire avait été violé. Ce soir-là, Riley décida de faire quelques fouilles. Elle attendit que la maison soit endormie. Elle savait que Madame Harrington tenait un registre quotidien dans le bureau du garde-manger, une petite pièce à côté de la cuisine. Riley descendit furtivement. La maison gémit dans le vent. Elle utilisa son téléphone comme lampe de poche. Le bureau du garde-manger était déverrouillé. Riley fouilla dans les tiroirs. Elle trouva le grand livre des dépenses ménagères. Elle trouva les emplois du temps du personnel.
Puis, niché au fond d'un dossier étiqueté médical, elle le trouva. Ce n'était pas un carnet d'ordonnances, c'était un reçu d'une pharmacie outre-mer. Disoxine, haloperidol. La formation d'infirmière de Riley se déclencha. La disoxine était de la méthamphétamine, de la speed de qualité médicale. L'haloperidol était un antipsychotique lourd utilisé pour la schizophrénie. Madame Harrington ne donnait pas de vitamine à Béatrice. Elle lui donnait une speedball, des stimulants pour la rendre erratique et agressive pendant la journée et des calmants pour l'assommer la nuit. Elle fabriquait chimiquement un trouble du comportement. Pourquoi? Riley creusa plus profondément. Elle trouva un relevé bancaire, un compte joint, Agatha Harrington, le Sterling Trust. Il y avait une clause de stipendium de soignants, 20 000 $ mensuels pour la gestion des besoins spéciaux. Si Béatrice était guérie ou envoyée dans un internat ordinaire, Madame Harrington perdait 20 000 par mois. Si Béatrice était malade et ingérable, Madame Harrington restait essentielle et l'argent continuait de couler. Elle empoisonnait une enfant pour un salaire. Riley se sentit mal. Elle attrapa les papiers, ses mains tremblantes. Elle avait besoin de montrer Arthur immédiatement. Elle se tourna pour quitter le bureau. La lumière s'alluma. Madame Harrington se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle ne portait pas son costume habituel. Elle portait une robe de soie. Et dans sa main, elle tenait un lourd chandelier en laiton. « Je savais que vous étiez un rat », dit Madame Harrington doucement. « Les rats vont toujours renifler là où ils n'appartiennent pas. »« Vous la droguez, » dit Riley, reculant contre le bureau. « J'ai la preuve. Arthur vous tuera. Arthur croit ce que je lui dis de croire. C'est un homme faible, en deuil de sa femme décédée. Je suis la seule stabilité qu'il connaisse. » Madame Harrington fit un pas en avant, levant le chandelier. « Vous allez me donner ces papiers, Riley, et ensuite vous allez faire vos valises et partir. Vous allez voler de l'argent sur votre chemin en sortant. C'est l'histoire, la serveuse voleuse qui s'est enfuie dans la nuit. Je ne vais nulle part. » Riley se prépara. « Oh, je pense que si. » Madame Harrington bondit. Riley esquiva, mais pas assez vite. La lourde base en laiton lui érafla l'épaule, envoyant une onde de choc de douleur le long de son bras. Riley trébucha, renversant une pile de dossiers. « À l'aide! Au feu! » Madame Harrington cria soudainement, laissant tomber le chandelier et déchirant sa propre robe. Elle se gratta le visage avec ses ongles. « Qu'est-ce que vous faites? » Riley haleta, changeant le récit. Madame Harrington siffla. De lourds pas résonnèrent dans le couloir. L'équipe de sécurité, Arthur, se racle la gorge. Riley était acculée. Elle tint les papers contre sa poitrine. Elle avait la vérité, mais elle n'était qu'une serveuse. Madame Harrington était l'institution. La porte s'ouvrit en grand. 2 gardes de sécurité se précipitèrent, armes au poing. Arthur était juste derrière eux, portant un pyjama, les yeux écarquillés de panique. « Elle m'a attaqué. » Madame Harrington cria d'une voix perçante, s'effondrant sur le sol et pointant un doigt tremblant vers Riley. Je l'ai surprise en train de voler les dossiers médicaux. Elle m'a frappé. Arthur regarda Madame Harrington, saignant de son visage. Il regarda Riley, tenant les dossiers, haletante, l'air coupable comme le péché. « Riley? » Arthur demanda, sa voix se brisant. « Qu'avez-vous fait? » Riley regarda l'homme dont elle commençait à se soucier. Elle regarda les papiers dans sa main. « J'ai trouvé le poison, Arthur, » dit Riley, sa voix stable malgré la peur. « J'ai découvert pourquoi votre fille crie. » Arthur hésita. « Ne l'écoutez pas. » Madame Harrington pleura. « C'est une droguée. Regardez ses yeux. » Arthur fit un pas vers Riley. « Donnez-moi les papiers. » Riley tendit sa main, mais avant qu'Arthur ne puisse les prendre, Madame Harrington bondit du sol, non pas sur Riley, mais sur les papiers. Elle les arracha avec une vitesse qui défiait son âge et les déchira en 2. Puis encore, jetant les confettis en l'air, « Emmenez-la » Madame Harrington cria aux gardes.
Les gardes attrapèrent Riley. Non, Arthur, écoutez-moi. Vérifiez les pilules. Vérifiez les comptes bancaires. Riley cria alors qu'elle était traînée hors de la pièce. Arthur se tint au centre du bureau, entouré de papiers déchirés. Il regarda sa gouvernante de confiance, qui sanglotait sur le sol. Puis il regarda le seul morceau de papier qui avait atterri sur sa pantoufle. Ce n'était pas un relevé bancaire, c'était un reçu. Il se pencha et le ramassa. Il lut le nom chimique haloperidol. Il regarda Madame Harrington. Elle pleurait toujours, couvrant son visage. Arthur ne dit pas un mot. Il ne dit pas aux gardes d'arrêter. Il plia simplement le morceau de papier et le mit dans sa poche. La guerre venait de passer de la chambre d'enfant à la chambre principale, et Riley était parti. La cellule de garde du 19e poste de police sentait le café rassis et le désespoir. Riley s'assit sur le banc de métal, serrant ses genoux. Elle était là depuis 6 heures. Personne n'était venu. Elle avait utilisé son seul appel téléphonique pour laisser un message à la maison de retraite, les suppliant de ne pas expulser sa mère si le paiement était en retard. Elle ferma les yeux et vit le visage de Béatrix. La trahison, la confusion. Elle pense que je l'ai laissée. Cela faisait plus mal que les menottes. De retour au domaine Sterling, le silence était revenu. C'était une couverture lourde, suffocante. Béatrice était assise au milieu de sa chambre. Les Barbies sans tête avaient disparu. La pièce était de nouveau immaculée. Madame Harrington l'avait nettoyée pendant que Béatrice dormait. L'heure de vos vitamines, chérie. Madame Harrington roucoula, entrant dans la pièce d'un mouvement ample. Béatrice regarda les pilules roses. Je ne les veux pas. Riley a dit qu'elles sont mauvaises. Riley était une voleuse, dit Madame Harrington, sa voix dégoulinant de fausse sympathie. Elle a volé de l'argent de la salle à manger. Elle ne s'est jamais souciée de vous, Béatrice. Elle faisait juste semblant pour se rapprocher de l'argent de papa. Vous mentez, Béatrice cria. Madame Harrington attrapa la mâchoire de Béatrix. Sa prise était serrée, ses ongles s'enfonçant dans la peau douce. Écoutez-moi, petite sale gosse. Elle est partie. Elle est en prison. Si vous ne prenez pas ces pilules, je m'assurerai qu'elle y reste pour toujours. Voulez-vous cela? Les yeux de Béatrix se remplirent de larmes. Elle secoua la tête. Alors avalez! Béatrice avala les pilules. La lumière dans ses yeux commença à s'estomper. Le zombie était de retour. En bas, dans le bureau principal, Arthur Sterling ne dormait pas. Il ne travaillait pas. Il fixait un morceau de papier sous une lampe-loupe. Haloperidol. Il prit son téléphone et composa un numéro privé. Dr. Evans, le médecin de famille qui avait été évincé par Mme Harrington il y a des années. Evans, Arthur dit, sa voix rauque. J'ai besoin que vous fassiez un dépistage toxicologique, pas sur moi, sur un échantillon que j'ai trouvé dans la poubelle. Arthur, il est 3 heures du matin. Je viens tout de suite. Arthur conduisit lui-même. Il ne faisait pas confiance à son chauffeur. Il ne faisait confiance à personne. Il tendait au médecin l'autre moitié du reçu déchiré et un petit flacon de liquide clair qu'il avait réussi à prélever à la seringue de la bouteille de vitamines pendant que Mme Harrington était sous la douche. Le Dr. Evans fit le test. Cela prit 1 heure. Quand il revint, son visage était pâle. Arthur, c'est un cocktail d'antipsychotiques et d'amphétamines. C'est une contention chimique. Cela imite les symptômes du trouble bipolaire et du TDAH sévère. Mais cela induit aussi la paranoïa et l'agressivité à mesure que l'effet s'estompe. Qui prend ça? Arthur se sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Béatrix, le Dr. Evans, laissa tomber le presse-papier. Elle a 7 ans. Cela pourrait causer des dommages neurologiques permanents. Qui a prescrit cela? Personne, Arthur murmura. Agatha l'a fait. Arthur se leva. Une fureur froide et dangereuse l'envahit. C'était un homme qui pouvait détruire des entreprises d'une signature. Il réalisa maintenant qu'il avait laissé une vipère vivre dans son nid pendant 2 décennies. « Appelez la police, dit Evans. « Non, Arthur dit, boutonnant son manteau. « Pas encore.
Si j'appelle la police, elle prendra un avocat. Elle prétendra que c'était une erreur ou que je l'ai autorisé. Elle a accès au fonds familial. Elle disparaîtra avec des millions. Alors, qu'allez-vous faire? J'ai un gala de charité demain soir, Arthur dit, ses yeux durs comme le silex. La presse sera là. Le conseil d'administration. Agatha aime les projecteurs. Je vais lui donner un spectacle qu'elle n'oubliera jamais. Et la serveuse. Arthur grimaça. Je dois la faire sortir. Le soleil se levait quand la lourde porte en acier de la cellule de garde s'ouvrit en cliquetant. Miller, vous avez été libéré sous caution. Le garde grogna. Riley se leva, raide et endolorie. Elle sortit dans le hall, s'attendant à voir un agent de cautionnement. Au lieu de cela, elle vit Arthur Sterling appuyé contre le mur, l'air de n'avoir pas dormi depuis une semaine. Elle s'arrêta. « Êtes-vous venu pour vous assurer que je quitte la ville? » Arthur marcha vers elle. Il ne se souciait pas que les gens regardent. Il tomba à genoux sur le sol en linoléum sale. « Arthur? » Riley recula, choqué. « Je suis tellement désolé. » Le milliardaire dit, sa voix se brisant. « Je n'ai pas regardé, je n'ai pas vu. Vous aviez raison sur tout. » Riley le regarda. Elle se racle la gorge, vit le morceau de papier dans sa main. « Est-elle d'accord? » demanda Riley immédiatement. « Pas suis-je viré, pas où est mon argent. »« Elle est vivante, dit Arthur se levant. »« Mais Agatha là. » Riley, « Chut. J'ai un plan, mais je ne peux pas le faire seul. Béatrice vous fait confiance. J'ai besoin que vous reveniez dans la fosse au lion une dernière fois. »« Elle m'a piégé, dit Riley. Elle le refera. »« Pas cette fois, Arthur promit, parce que cette fois nous se racle la gorge. Tendons le piège. » Le gala annuel de la Fondation Sterling était l'événement de la saison sociale de Manhattan. Le domaine fut transformé. L'allée était bordée de Bentley et de Rolls-Royce. Le jardin était couvert de tentes en soie. Les photographes bordaient le tapis rouge, les flashs crépitant comme des éclairs. À l'intérieur, Madame Harrington était dans son élément. Elle portait une robe de velours noir qui coûtait plus cher que la maison d'enfance de Riley. Elle dirigea le personnel de restauration avec des gestes de main nets et impérieux. « Monsieur Sterling », elle salua Arthur alors qu'il descendait les escaliers dans son smoking. « Tout est parfait. Le sénateur est ici et la presse demande Béatrice. » « Est-elle prête? » Arthur demanda, gardant son masque facial immobile. « Elle est un peu fatiguée, dit Madame Harrington en douceur. Je lui ai donné un léger sédatif pour aider avec l'anxiété de la foule. Elle sera un ange. »« Excellent, Arthur dit. Amenez-la dans 20 minutes pour le discours. » Madame Harrington hocha la tête et s'éloigna en glissant. Elle se sentait invincible. La serveuse était partie, probablement en fuite de l'État. Arthur était de nouveau sous sa coupe. L'argent était en sécurité. Elle monta à l'étage vers la chambre d'enfant. Béatrice était assise sur le lit dans une robe rose à froufrou fixant le mur. Ses pupilles étaient dilatées. Elle se balançait légèrement, debout. Madame Harrington frappa dans ses mains. « L'heure du spectacle, princesse. Souviens-toi, souris pour les caméras. Si tu pleures, je t'enlèverai tes poupées pour toujours. » Béatrix hocha lentement la tête, ses mouvements lents. En bas, la fête battait son plein. Les serveurs circulaient avec du champagne. Parmi eux, se déplaçant avec une invisibilité efficace, était une femme aux cheveux foncés tirés en un chignon serré, portant l'uniforme standard de traiteur. Riley garda la tête baissée. Elle avait un plateau de croquettes de crabe. Elle se déplaça à travers la foule, écoutant. « Arthur a l'air terrible, » murmura une mondaine. « Eh bien, vous savez pour la fille, » répondit une autre. « Instable. Pauvre Agatha fait fonctionner cette maison. » Riley serra le plateau plus fort. Elle se fraya un chemin vers la zone des coulisses derrière le podium. Arthur était là, ajustant son microphone. Il la vit et fit un hochement de tête à peine perceptible. « Mesdames et messieurs, » l'annonceur tonna, « veuillez accueillir votre hôte, Arthur Sterling. » Les applaudissements tonnèrent.
Arthur marcha sur la scène. Il regarda la mer de visages, les riches, les puissants, les inconscients. « Merci, dit Arthur. Ce soir est à propos du futur. C'est à propos de la protection des innocents. » Et en parlant d'innocents, il fit un geste vers le côté de la scène. Madame Harrington sortit, tenant la main de Béatrice. La foule coupa. « Quel bel enfant! » Mais, alors qu'elles entraient sous les projecteurs, Béatrice trébucha. Madame Harrington lui tira le bras avec force, un sourire plaqué sur son visage. « Fais un signe, chérie. » Madame Harrington siffla entre ses dents. Béatrice leva une lourde main. Elle regarda les lumières vives. Elle regarda la foule. Elle semblait terrifiée et droguée. « Elle a l'air mal, » murmura quelqu'un au premier rang. Arthur resta au podium pendant des années. Il commença à sortir du script. « Je pensais que ma fille était malade. On m'a dit qu'elle était brisée. On m'a dit qu'elle avait besoin de discipline et de médicaments. » Madame Harrington se raidit. Elle regarda Arthur avec acuité, mais récemment, Arthur continua, sa voix gagnant en force. « J'ai appris que la maladie peut être fabriquée et que les monstres ne vivent pas sous le lit. Ils vivent dans les quartiers du personnel. » Les yeux de Madame Harrington s'écarquillèrent. Elle essaya de tirer Béatrix de la scène. « Viens, ma chère. Papa fait une blague. Restez où vous êtes, Agatha, » Arthur commanda. Le Larson du microphone cria. La pièce devint silencieuse. « Quel est le sens de ceci? » Madame Harrington demanda, essayant de maintenir sa dignité. « Il est ivre. Coupez le flux. »« Je ne suis pas ivre, » dit Arthur, « et nous ne coupons rien. » Il désigna le grand écran de projection derrière lui, généralement utilisé pour les statistiques de charité. L'écran s'étilla. Une vidéo commença à jouer. C'étaient des images granuleuses en noir et blanc, de caméras cachées. Arthur l'avait installé dans la chambre d'enfant le matin où il avait fait libérer Riley sous caution. À l'écran, Madame Harrington écrasant des pilules dans le yaourt de Béatrix. « Audio, mange-le, misérable fille. Si tu le dis à ton père, je lui dirai que tu es folle. Personne ne croit un enfant fou. » La foule haleta, une aspiration collective de souffle qui aspira l'air de la pièce. Madame Harrington se figea. Elle lâcha la main de Béatrix comme si elle brûlait. « C'est truqué, » elle cria, sa voix se brisant. « C'est un deep fake, n'est-ce pas? » Arthur demanda. « Et les virements bancaires, l'écrémage du fonds, les pots de vin de la pharmacie outre-mer? » Madame Harrington regarda autour d'elle. Les mondaines la regardaient avec horreur. L'illusion se brisait. « Homme ingrat !» Elle cria d'une voix perçante, son masque tombant complètement. « Je vous ai élevé. Je vous ai sauvé. Cette fille est un démon. Elle a besoin d'être sous médicaments ou elle détruit tout. » Elle bondit vers Béatrice, attrapant les épaules de la fille. « Dites-leur à quel point vous êtes mauvaise. » Béatrice gémit, trop faible pour se défendre. Soudain, une silhouette en uniforme de serveur sprinta depuis les coulisses. Riley frappa Madame Harrington avec la force d'un secondeur. Elle n'utilisa pas l'élégance. Elle utilisa une pure rage protectrice. Elle plaqua la femme plus âgée, les envoyant toutes les deux s'écraser dans les arrangements floraux. « Lâchez-la !» Riley cria, épinglant Madame Harrington au sol. La sécurité se précipita sur scène, mais ils n'attrapèrent pas Riley. Ils attrapèrent Madame Harrington. Arthur courut vers sa fille. Il souleva Béatrice dans ses bras. Elle tremblait, pleurant silencieusement. « Je t'ai. » Arthur pleura dans ses cheveux. « Je t'ai, Bee. Elle ne peut plus te faire de mal. » Riley se leva, brossant des pétales de rose de son uniforme. Elle respirait fort. Toute la pièce la fixait. La serveuse qui venait de plaquer la chef de la maison à la télévision en direct. Madame Harrington fut traînée, criant des obscénités, donnant des coups de pied aux gardes. Le silence qui suivit fut lourd. Arthur se leva, tenant sa fille. Il regarda la foule. Puis il regarda Riley. Il marcha vers le microphone, tenant toujours Béatrice. « Que tout le monde parte, » dit Arthur. Mais le dîner, à Donna commença.
Arthur rugit. « Sortez de ma maison. » Les invités se dispersèrent. En quelques minutes, la salle de bal était vide. Il n'y avait que Arthur, Béatrice et Riley debout, au milieu des tables de gala abandonnées. Béatrice leva sa tête de l'épaule de son père. Elle regarda Riley. Ses yeux étaient pâteux, mais elle reconnut son ami. « Riley, » elle murmura. « As-tu battu la sorcière? » Riley sourit, des larmes coulant sur son visage. « Oui, gamine, j'ai battu la sorcière. » Béatrice tendit ses bras. Riley s'approcha et prit la petite fille. Béatrice enfouit son visage dans le cou de Riley, et finalement, après des années à le retenir, elle lâcha prise. Elle sanglota. Pas un caprice, juste un pur soulagement déchirant. Arthur les regarda. Il savait que la guerre était gagnée, mais la guérison n'avait même pas commencé. La neige tombait doucement sur Manhattan, recouvrant la ville d'une couverture blanche silencieuse. Cela faisait 6 mois depuis la nuit du gala. La nuit que les tabloïds appelèrent le jugement du tapis rouge. Le domaine Sterling ne ressemblait plus à une forteresse. Il y avait un bonhomme de neige dans la cour avant, légèrement de travers, portant l'une des écharpes de soie chère d'Arthur Sterling. Les fenêtres, autrefois drapées de lourds rideaux occultants, étaient ouvertes à la lumière hivernale. À l'intérieur, le silence était parti. Se racle la gorge. Dans la cuisine, de la fleur était partout. Riley enseignait à Béatrice comment faire de la pâte à pizza. Béatrice, ayant maintenant l'air saine et vibrante avec des joues roses et un peu de poids repris sur ses os, riait en jetant une boule de pâte contre le mur. « Ça a collé! » Béatrice acclama. Arthur était assis à l'îlot de cuisine. Il ne portait pas de costume. Il portait un pull en tricot câblé et un jean. Il lisait un livre sur la psychologie infantile, mais surtout il regardait les 2 personnes les plus importantes de sa vie. La récupération n'avait pas été facile. Le premier mois après le gala fut un cauchemar. Béatrice passa par des sevrages. Il y eut des nuits de crise, de tremblements et de terreur fantôme, où elle pensait que Mme Harrington venait à travers les bouches d'aération. Riley n'avait pas quitté son côté. Elle déplaça un lit de camp dans sa chambre de Béatrice. Elle tint la main de la fille à travers les fièvres. Elle chanta des berceuses jusqu'à ce que sa voix lâche. Arthur avait annulé tous ses voyages d'affaires. Pour la première fois, il apprit à être un père, guidé par la serveuse, qui en savait plus sur l'amour qu'il n'en savait sur les actions. La justice avait été rapide. L'enquête de police révéla qu'Agatha Harrington avait siphonné des millions de Sterling Trust pendant plus d'1 décennie. La contention chimique d'une mineure ajouta une liste de crimes qui assura qu'elle mourrait en prison fédérale. L'enfant intratable n'était pas brisé. Elle était empoisonnée. Et Riley essuya ses mains sur son tablier, regardant Arthur. « Terre au PDG. Vous fixez. » Arthur sourit. « J'admire. » Il se leva et marcha vers eux. La dynamique avait changé. Riley n'était plus une employée. Techniquement, elle était toujours sur la paie, mais les lignes s'étaient brouillées il y a longtemps. « J'ai une surprise, » dit Arthur. « Allez vous changer. Des vêtements chics mais confortables. »« Où allons-nous? » demanda Béatrice, les yeux écarquillés. « C'est une fête? »« Mieux, » dit Arthur. 1 heure plus tard, le SUV noir s'arrêta devant un lieu familier. L'enseigne au néon bourdonnait dans le crépuscule. Le Silver Spoon Diner. Riley haïta. « Arthur, pourquoi sommes-nous ici? »« Nous avons des affaires inachevées, » dit Arthur. Ils entrèrent. Le restaurant était occupé. Rick, le manager qui criait sur Riley, leva les yeux. Sa mâchoire tomba quand il vit le milliardaire tenir la porte pour son ancienne serveuse. Ils prirent la banquette d'angle, la même banquette où ils s'étaient rencontrés. Béatrice glissa. Elle n'avait pas de poupée cette fois. Elle avait une confiance qui était toute neuve. « Riley? » Béatrice demanda. « Oui, gamine, je veux un milkshake au chocolat dans une tasse en verre. » Riley sourit. « Vous l'avez. » Quand la commande arriva, Béatrice fixa le verre. Elle dit le verre. Elle regarda Riley, puis, avec une lueur malicieuse dans son œil, elle fit semblant de le pousser de la table. Arthur tressaillit. Riley non.
Béatrix rit et prit une gorgée. Je plaisante, papa. Respirez. Arthur expira, secouant la tête. Vous deux allez me donner une crise cardiaque. Il tendit la main dans sa poche. L'ambiance à la table changea. Il sortit une petite boîte en velours. Riley se figea. Le son du restaurant sembla s'estomper. Riley, Arthur dit, sa voix stable mais émotionnelle. Vous avez sauvé ma fille. Vous m'avez sauvé. Vous êtes entré dans une maison de monstres et vous n'avez pas scié. Vous n'êtes pas une serveuse pour nous. Vous êtes l'encre. Il ouvrit la boîte. Ce n'était pas un diamant de la taille d'une patinoire. C'était un saphir simple, élégant, bleu, comme la robe que Béatrice portait. Le premier jour où elle a réellement souri. « Je ne veux pas de nounou, dit Arthur, et je ne veux pas d'employé. Je veux une partenaire. Je veux une mère pour soyer. Voulez-vous nous épouser? » Riley regarda la bague, puis elle regarda Béatrice. Béatrice rebondissait sur son siège. « Dites oui, nous avons pratiqué ceci dans la voiture. » Riley rit, les larmes débordant. Elle regarda l'homme qui avait appris à aimer à nouveau et la petite fille qui avait appris à vivre à nouveau. Se racle la gorge. « Oui, murmura Riley, je vous épouserai. » Le restaurant éclata en applaudissements. Rick applaudissait le plus fort. Béatrice acclama et les serra tous les deux. « Cela signifie-t-il que j'ai un frère? » Elle demanda à voix haute. Arthur et Riley rougirent. « Finissons d'abord le milkshake. » Riley rit. Alors qu'ils étaient assis là, une famille forgée dans le feu. Riley regarda par la fenêtre. Elle pensait aux $3 sur son compte bancaire le jour où elle les rencontra. Elle pensait aux taches sur son tablier. Elle pensa à la façon dont les gens la rejetaient comme juste une serveuse. Elle réalisa alors que les titres n'avaient pas d'importance. Nounou, tuteur, psychologue, ils avaient tous échoué parce qu'ils traitaient Béatrice comme un travail. Riley réussit parce qu'elle traita Béatrice comme un être humain. L'amour, il s'avéra, était la seule accréditation qui importait. Et c'est ainsi que Riley Miller passa de servir des tables à sauver une vie, prouvant que parfois vous n'avez pas besoin d'un doctorat ou d'un salaire d'1 million de dollars pour changer le monde. Vous avez juste besoin du courage d'écouter quand tout le monde crie. Arthur et Riley se marièrent 3 mois plus tard lors d'une cérémonie privée dans le jardin avec Béatrice comme demoiselle d'honneur. Ils fondèrent une fondation dédiée à aider les enfants mal diagnostiqués avec des troubles du comportement, assurant qu'aucun enfant ne souffrirait plus jamais en silence. Si cette histoire a touché votre cœur, ou si vous croyez qu'un peu de gentillesse peut conquérir même les secrets les plus sombres, s'il vous plaît, cliquez sur ce bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne, et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel que les héros peuvent être trouvés dans les endroits les plus improbables. Merci d'avoir regardé et je vous verrai dans le prochain.